Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 26 avril 2021. Aujourd'hui, on va traiter l'actualité SEO de la semaine du 19 au 26. Ensuite, on ira voir la météo des SERP. Et exceptionnellement, cette semaine, je ne ferai pas de sujet du jour. Je vous donnerai simplement mon opinion vis-à-vis d'une technologie que Google va mettre en place petit à petit sur l'ensemble de ses produits et où je ne suis pas vraiment d'accord. On commence tout de suite avec l'actualité SEO. Google décale le projet Core Web Vitals Page Experience à la mi-juin. C'est la nouvelle qui est tombée la semaine dernière. Olivier Andrieux nous l'a relayé le 20 avril 2021 sur abondance.com. Donc nouveau calendrier de lancement du projet Page Experience Core Web Vitals de Google. Initialement prévu en mai, il est décalé à la mi-juin avec une fin de déploiement prévue en août 2021. Google en profite également pour proposer de nouveaux rapports en corrélation avec ces changements dans la Search Console. Donc voilà, on en parlait depuis quelques semaines, même quelques mois, de ces fameux Core Web Vitals. Ça devait sortir en mai. Et bien maintenant, l'intervalle a changé. Ça va sortir mi-juin, à peu près au niveau du début de l'été. Et petit à petit, de manière graduelle, ça va se déployer jusqu'à fin août 2021. Donc heureusement, c'est pas mi-juin 2022, c'est au moins 2021. En même temps, bon, je pense qu'avec les problèmes voilà, liés à la pandémie, les confinements, déconfinements, etc., les vaccinations, le fait d'être en télétravail, tout ça, ça a dû faire ralentir les équipes. Pareil pour tout ce qui va être page ranking et compagnie. C'est normal qu'il y ait certaines choses qui se décalent. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir de cette actualité. Mi-juin, fin août, c'est le nouvel intervalle pour le déploiement de cet algorithme Page Experience. Et vous avez un nouveau rapport sur la Search Console qui s'appelle Experience, c'est une nouvelle rubrique, et où à l'intérieur, vous avez différents outils que vous connaissez déjà, mais qui sont regroupés dans un dashboard assez intéressant qui va vous indiquer combien en fait, d'URL, quel pourcentage d'URL propose une bonne expérience en fait sur la page au niveau de votre site. Donc vous allez avoir un graphe avec le nombre total d'impressions de bonnes URL et puis les URL rapides, et vous allez avoir ensuite en fonction de votre site, s'il respecte ou pas, eh bien, des couleurs qui vont changer ou pas. Vous allez être dans le vert, dans le jaune, orange ou le rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc les Core Web Vitals, forcément, mais vous avez également les ergonomies mobiles, le HTTPS, les problèmes de sécurité et l'expérience publicitaire. On a pris quand même, de manière générale, l'ensemble des critères d'expérience. Et ça, c'est plutôt cool pour avoir un dashboard voilà, qui récapitule tout. Ça me fait penser un petit peu à ce dashboard au niveau paramètres du site, etc. où vous avez eh bien, les URL qui ont été découvertes, nouvellement découvertes, ou éventuellement qui ont été mises à jour, etc. Les statistiques d'exploration, tout ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, d'avoir une vue d'ensemble par rapport au site et voilà, de mettre certains indicateurs les uns à côté des autres. C'est plutôt clair et je pense que pour l'UX, pour le coup, là, ils ont fait quelque chose de bien. Donc voilà pour ce truc-là, allez tester la nouvelle rubrique expérience et puis n'oubliez pas, ça sort à la mi-juin, puis en mai, les Core Web Vitals Page Experience. Autre actualité, pourquoi Google blacklist-t-il du contenu? C'est sorti le 23 avril 2021 sur Abondance. Initialement, ça vient du blog officiel de Google en anglais. Et du coup, vous avez deux choses principales qui font que Google blacklist du contenu. Blacklisté pour suivre la loi et blacklisté pour sauvegarder la qualité des contenus. Ça paraît normal, hein, ces deux groupes en fait répondent à tous les signaux que peuvent envoyer les gens. Voilà, ce contenu est spam, ce contenu porte atteinte à mes droits d'auteur, ce contenu voilà, est complètement illégal ou quoi que ce soit d'autre, ce contenu il sert à rien dans l'index. Bref, vous avez plein de signaux que Google peut récupérer de la part d'institutions ou de la part de personnes qui utilisent Google au quotidien, ou même Google peut détecter grâce à des algorithmes anti-spam notamment tout un tas de contenus qu'il va ensuite mettre dans la case c'est du spam ou c'est pas du spam, ou c'est utile, c'est pas utile à mon index à présenter aux utilisateurs du service Google. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qu'ils ont mis en place au fur et à mesure des années. Bien entendu qu'il y a quelques années, c'était pas aussi efficace. Il y avait vraiment beaucoup de bazar dans les SERP. Aujourd'hui, il y en a toujours du bazar, mais c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Vous prenez par exemple une information qu'a redonnée Olivier Andrieux dans son article. Google découvre plus de 25 milliards de pages de spam chaque jour. On avait traité cette actualité il n'y a pas si longtemps. Et 25 milliards de pages chaque jour, vous avez que vraiment quelques pages
quand on prend les 25 milliards, vous avez vraiment que quelques milliers de pages, dizaines de milliers de pages qui passent à travers les mailles du filet et qui vont arriver dans l'index et puis vous allez les voir en faisant une recherche. C'est vraiment des algorithmes qui sont très très efficaces aujourd'hui et vraiment voilà, c'est presque un boulot à plein temps, c'est un boulot à plein temps pour Google de lutter contre le spam indexing et à côté. Bon, même si il ne faut pas faire de raccourcis, Olivier Andrieux rappelle aussi que tout ce que vous voyez dans la Search Console, dans couverture et dans la rubrique exclus, vous avez tout un tas de pages qui se font évincer de l'index et qui ont des problèmes de 404, qui ont des problèmes, je sais pas, de liens ou qui sont pas liés à la structure ou je sais pas quoi. Vous avez tout un tas de choses qui existent comme problèmes techniques et qui peuvent, voilà, vous allez plus être dans l'index, donc c'est dommage. Donc voilà, faut toujours avoir en tête un peu comment fonctionne Google. C'est un service, lui il veut que son service fonctionne bien et c'est normal qu'il prenne des dispositions pour virer tout ce qui lui paraît inutile à son index tout simplement. On continue avec une autre actualité, 23 avril 2021, infographie, 10 actions pour booster son SEO sur YouTube. Donc Olivier Andrieux nous relaie une infographie de Brioude Internet et qui revient voilà, sur ce qui peut booster votre SEO YouTube. Donc je vous l'ai lu rapidement, mais c'est vrai que ça permet de prendre du recul. Optimiser votre chaîne, mettre des mots-clés pertinents, choisir des titres et des descriptions qui vont être assez intéressantes, miniatures personnalisées, tags et hashtags, utiliser des call to action, des sous-titres, faire des vidéos de qualité, partager ces vidéos, respecter les critères SEO. Vous avez tout un tas de détails dans cette infographie, mais c'est vrai que voilà, YouTube, c'est un game aussi qui ressemble un petit peu à Google, hein. C'est un moteur de recherche, YouTube. Également, c'est un énorme moteur de recherche. Et je voyais encore sur Twitter l'autre jour quelqu'un qui demandait, quelqu'un qui faisait du SEO Amazon. On peut faire du SEO sur tout moteur de recherche, je l'ai suffisamment expliqué dans mes vidéos et sur le site dans mon guide SEO. Voilà, la recherche, elle est partout. On fait constamment des recherches. On est toujours à la recherche de quelque chose. Vous avez des moteurs de recherche dans les systèmes d'exploitation pour chercher vos fichiers, vos images, etc. Vous avez des moteurs de recherche sur votre téléphone. Vous avez des moteurs de recherche dans les applications, sur Amazon, sur YouTube, sur Bing, sur Google, même sur des trucs plus spécialisés pour chercher des livres blancs, pour chercher, je sais pas moi, une chaîne ou un projet sur Tipeee ou KissKissBankBank ou je ne sais quoi. Bref. Vous avez tout un tas de choses qui existent, même sur votre site, vous avez un moteur de recherche. Et vous pouvez optimiser les résultats. C'est juste qu'il faut trouver où sont vos cibles et essayer d'aller vers ces lieux-là et essayer de se dire comment je peux faire pour avoir plus de présence, plus de visibilité sur ce lieu-là. Donc vous pouvez créer des articles, vous pouvez effectivement participer à peut-être la communauté, créer un produit, mais en tout cas voilà, sur YouTube, c'est pareil, vous créez des vidéos, vous essayez de répondre à la demande, vous essayez de l'étudier, vous essayez de voir quels sont les codes de YouTube, vous essayez de bien vous entourer, de vous faire un réseau de YouTubeurs, des personnes qui vont pouvoir vous citer, qui vont pouvoir vous booster. Et à côté, vous avez tous ces gestes qui sont dans cette infographie, qui sont de voilà, travailler votre chaîne, de travailler vos miniatures, faire des tests AB, faire en sorte d'avoir une stratégie, d'avoir une régularité, de promouvoir aussi cette espèce de microcosme YouTube que vous êtes en train de créer, etc. etc. C'est très très important de prendre du recul sur le fonctionnement des recherches, des gens, etc. Parce que derrière, les actions, c'est toujours un petit peu la même chose en SEO. Donc, une fois que vous avez décrypté un peu comment l'algo fonctionnait et qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour augmenter les vues ou quoi que ce soit d'autre, le SEO YouTube, c'est comme le SEO Google, c'est juste qu'il faut s'investir et il faut avoir la bonne strat. C'est comme d'habitude, hein, une histoire de stratégie, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? On continue avec le dernier article de Abondance. Goosips balise ABBR hein, pour abréviation et Core Web Vitals. C'est sorti le 26 avril 2021. Donc déjà la balise ABBR en HTML. Donc il a été demandé à John Mueller si Google prenait en compte cette fameuse balise ABBR qui sert à indiquer une abréviation ou un acronyme. Sa réponse a été claire, c'est totalement non. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Core Web Vitals, le Goosips sur les Core Web Vitals de la semaine. John Mueller a rappelé sur Twitter que si le robot Googlebot renvoie une majorité d'informations utiles à l'algorithme lors de son crawl, il n'en sera pas de même pour les Core Web Vitals puisque la data utilisée dans ce cas vient du Chrome Crossfield Data Report, donc le rapport sur l'expérience sur Google Chrome, et que ces données, rappelons-le, sont établies sur la base d'une analyse sur 28 jours. Donc Googlebot ne fournit donc pas d'informations spécifiques à Google pour les critères CLS, LCP et FID.
Et en même temps, ça semble logique puisque tout cela, voilà, c'est issu de projets autour de Chrome. On passe sur un autre site qui nous sort une actualité alors liée à Google, mais qui n'est pas liée forcément au SEO plus que ça. Arobase.net.com sort le 20 avril 2021 un article qui s'intitule WordPress propose de bloquer Flock de Google par défaut. On estime que 40% de tous les sites utilisent WordPress, et même 41% on m'a dit la semaine dernière. Si la proposition est mise en œuvre, cela pourra être un coup dévastateur pour les capacités de ciblage publicitaire de Google. Donc, vous le savez, depuis quelques années, les cookies, etc., qui nous permettent de traquer machin pour la publicité notamment, eh bien, tout ça, c'est un peu dans le viseur de voilà, l'Union européenne, la CNIL pour la France, etc., etc. Et il y a notamment ce RGPD là que vous connaissez sans doute avec ces panneaux machin bidule. Et vous le savez que sur le site, j'ai retiré tout le pixel Facebook, j'ai retiré tout analytique, j'ai retiré tous les trucs qui faisaient des cookies, j'ai juste quelques petits trucs à régler encore, c'est tout ce qui est récupération des IP via les logs et le serveur. Je vais demander à mon infogérant de supprimer toutes les informations de ce type là dans les logs. Je vais essayer d'anonymiser un maximum de choses pour ne garder que mon formulaire de contact et même le bandeau cookie. On m'a dit que le fait de cliquer sur le bandeau cookie, ça crée un cookie. Ouais, c'est quand même, on marche sur la tête un petit peu parfois. Donc bon, déjà il y a toute cette partie là. Et là il y a Flock, ce nouveau projet là, enfin ce nouveau projet qui date un peu déjà, hein, qui permet voilà, d'être une alternative si je puis dire aux cookies, qui permet de faire du ciblage publicitaire. Et bien WordPress, voilà, WordPress quand même, hein, vous connaissez WordPress. Eh bien, propose une solution pour pouvoir dire non, je ne veux pas de ce projet Flock. Eh bien moi, je suis totalement en accord avec WordPress. Moi, la publicité, j'en ai marre. Très concrètement, j'en ai ras-le-bol de me faire cibler. J'aimerais avoir le choix de me faire cibler ou pas, mais le vrai choix, quoi. Quand j'indique à un compte Google, ou que ce soit Google ou une autre régie publicitaire, quand j'indique que je ne veux pas que tu me traces, je ne veux pas que tu me fasses un truc ciblé, j'ai tout le temps des trucs ciblés. J'ai tout le temps des trucs ciblés. C'est pas ultra ciblé comme si je l'activais, mais pour le coup, ça me gave. Et puis la publicité, de manière générale, ça mérite. Franchement, j'arrête pas de voir des publicités qui sont envahissantes, qui empêchent de voir le contenu, qui vont à droite, à gauche, etc. Il faut réformer cette publicité de merde. C'est une publicité qui ne m'intéresse plus aujourd'hui et je pense qu'il n'intéresse plus personne. Je sais que ça rapporte de l'argent aux gens. Je sais par exemple que pour les journalistes, les sites d'actualité, tout ça, machin, c'est important. Mais déjà, allons-y progressivement, quoi, sur changer de modèle. Premièrement, essayez de bien intégrer les pubs. Qu'on garde la pub, à la limite, je veux bien. Mais par contre, intégrez-la correctement. Je sais que parfois, ah tiens, j'ai oublié, ah j'ai cliqué là sans faire exprès, hop, ça vous fait du cash, etc. Mais je suis désolé, intégrez bien vos pubs. Je suis désolé, mais l'UX est ultra important. Le projet Internet, le web, etc., de partager, de faire des sites, etc. À la base, c'est quoi? C'est quoi? Et franchement, la publicité, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. De toute façon, quand on a besoin d'un truc, on va l'acheter. Donc au final, je sais pas, moi, j'ai vraiment un problème avec la publicité. Je sais même plus en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'on tourne en rond sur ce sujet-là. Mais là, le fait de me dire, purée, mais les cookies, puis là, en fait, on veut faire un doigt d'honneur à Flock. Mais en fait, c'est comme comment dire, comme les pirates. Je vais même pas dire les hackers parce que pour moi, un hacker, voilà, c'est quelqu'un de bienveillant. Mais un pirate, un mec chiant, un lameur, un mec, franchement, il est là à faire chier le monde. Il trouvera toujours un moyen de vous faire chier. Je veux dire, vous cassez un truc, les cookies ou je ne sais quoi, il trouvera toujours une solution pour tracer et voir. Enfin, vous prenez Hotjar, vous prenez Yandex Metrica, vous prenez ces outils. On peut voir ce que font les gens. On peut voir la souris, comment elle navigue, on peut voir où ils cliquent les gens, etc. Alors oui, c'est utile quand on fait du marketing. Oui, c'est utile pour faire de l'argent, optimiser ses pages, etc. Je sais. Mais avant tout, il y a une histoire d'éducation derrière tout ça. Il y a une histoire de vouloir quand même faire des bons sites, être bienveillant, essayer de faire en sorte qu'il y ait une bonne UX, etc. Tout ça, c'est bienveillant. Et puis, il y a une histoire de
ah, je vais le niquer à fond pour qu'il me donne son fric, etc. Il va cliquer ici, puis ensuite il va aller là-bas, et puis je vais récolter son mail, je vais la partager à mon pote, et puis ensuite mon pote, il va récupérer le lead, et du coup, il va se faire de l'argent, puis il va me donner une commission, et puis bienveillance versus malveillance. Je suis désolé, mais 90% des gens sur le web, pour moi, sont soit bienveillants, soit neutres. Et les malveillants, c'est encore une fois une minorité de personnes qui ont fait chier le monde et qui, bah là, derrière, bah, à terme, forment des conséquences. RGPD, Flock, cookies, parce qu'il y a eu des abus. Il faut faire en sorte que les abus voilà, soient sanctionnés, etc., etc. Il faut faire en sorte que les personnes malveillantes, eh bien, on puisse les détecter. Mais au final, Flock, machin bidule, Google, quoi. Là, vous êtes malveillant. Je suis désolé, mais vous êtes malveillant. Pour moi, c'est totalement malveillant. Flock, c'est... Non. Bref, je passe. Je vais encore m'énerver, mais WordPress propose de bloquer Flock de Google par défaut. Voilà, c'était ça le sujet du jour. Très concrètement, je suis content qu'il fasse ça. Je suis vraiment content qu'il fasse ça. Parce que j'en ai marre de me faire traquer. On voit des trucs de mail pour la vie privée. On voit des navigateurs comme Brave, par exemple, pour la vie privée. On voit des moteurs de recherche de vie privée. On voit des gens qui utilisent de plus en plus des VPN. Les gens, vous pensez vraiment qu'ils ont envie de donner leurs données personnelles, etc., etc. Non. Donc arrêtez de faire des projets comme ça. Ça sert à rien. On continue. Search Console, quelle est la précision de la mesure position moyenne 22 avril 2021. C'est une autre actualité sortie chez arobase.net. Je vais aller directement à la conclusion parce que pour moi, voilà, l'actualité, bon, elle est intéressante, mais en soi, pas besoin de lire tout. Tout est à la conclusion. Petit 1, si votre propriété s'affiche en deuxième, quatrième et sixième position dans les résultats d'une première requête, eh bien on retient la deuxième, la mieux classée. Petit 2, si votre propriété s'affiche en 3e, 5e et 9e position dans les résultats d'une deuxième requête, on retient la troisième, la mieux classée. Donc j'étais deuxième, troisième mieux classée, voilà. La position moyenne déterminée à partir de ces deux requêtes, c'est 2 plus 3, enfin l'ensemble de plus 3, divisé par 2 égale 2,5. Voilà comment on calcule la position moyenne. Voilà. Ensuite Google... la position moyenne, bon, elle est calculée sur toutes les requêtes qu'il récolte, une partie des requêtes qu'il récolte. Voilà, en fait, nous, on a des trackers de positionnement, on utilise des outils qui ne sont pas des outils Google. Donc, on ne peut pas avoir la même position moyenne avec nos outils. Là, c'est l'outil de la Search Console. Donc, prenez toute la data Search Console pour calculer la position moyenne. Mais en soi, elle est fiable. C'est juste que, est-ce que vous pouvez l'utiliser? Bah, dans la Search Console, vous voyez quel type de résultat on a. C'est pas forcément toujours super utile pour nous, il y a beaucoup de parasites. Et parfois, on a l'impression qu'on est bridé et tout. Bah, en tout cas, selon Google, elle est fiable. Et le calcul, bah, je viens de vous le dire. Voilà. On termine l'actualité SEO avec un article en anglais. Pour les débutants, ça peut être utile de lire cet article. Vous pouvez le traduire avec Translate. A complete guide to launching your new website. C'est sorti sur Search Engine Journal le 23 avril et ça vous permet d'avoir un sommaire assez intéressant pour pouvoir créer votre site. Donc vous avez toute la planification du site, de votre projet, etc. Choisir le nom de domaine, faire la structure du site, le design, etc., etc. Et vous avez tout l'aspect promotionnel, à quoi il faut penser, au SEO, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant. C'est en anglais, il n'y a pas tout, mais quand même, c'est un truc un peu step by step et je sais que les débutants aiment ça, donc allez le voir, il est en description comme tous les articles que je viens de vous présenter. On termine avec la météo des SERP, une petite fluctuation le 23 avril, mais qui n'est pas allé dans le orange sur SEMrush Sensor, mais quand même une petite hausse, donc on était vraiment à la limite. Et également sur Algorou qui s'est manifesté voilà, via une haute barre, mais encore une fois, pas dans le orange. Donc voilà, les résultats parfois ne bougent pas trop, des fois ils bougent un peu plus, et des fois ils bougent totalement. Donc ça bouge un petit peu chez Google, mais comme tous les jours, il y a des petites choses qui sont mises en place, et c'est totalement normal. Voilà, sur ce, c'était l'émission du 26 avril 2021. Je vous ai traité l'actualité SEO. Je vous ai dit un petit peu mon avis par rapport à la pub. Désolé si je me suis un petit peu emporté par rapport au flock et tout, mais je trouve ça totalement absurde. Et pour moi, on déplace le problème. Et enfin,
je vous ai fait la météo des Serpes et je vous rappelle qu'il y a une page Tipeee. Merci encore aux tipeurs qui sont les mêmes que la semaine dernière. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à tiper, n'hésitez pas à partager le podcast, etc. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine et sur ce, passez une très bonne semaine. Ciao ciao.